On a souvent cette image de l'espace comme le lieu de la liberté ultime, un vide infini où tout est possible. Mais c'est une illusion. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces fameuses barrières invisibles qui, en réalité, régissent absolument tout mouvement là-haut. Et vous allez voir, c'est bien plus subtil et fascinant qu'on ne l'imagine. C'est vrai que quand on regarde le ciel étoilé, c'est l'impression qui domine, non? Une toile noire, immense, où il suffirait de pousser un peu pour dériver à l'infini. Pas de mur, pas de frontières, une liberté totale. C'est une idée très poétique. Eh bien parce que cette idée est fausse. L'espace est tout sauf un vide sans règles. En fait, il est entièrement structuré par des lois physiques, des lois hyper précises, impossibles à contourner. Ce sont elles, ces barrières invisibles, qui décident de ce qu'on a le droit de faire et de ce qui est tout simplement impossible. Alors, allons-y. La toute première de ces barrières, celle qu'on affronte dès qu'on quitte le sol, c'est l'air, ou pour être plus précis, le fait qu'il se raréfie jusqu'à disparaître. Pour comprendre, il faut voir un avion un peu comme un nageur dans l'eau. Il a besoin de l'air pour s'appuyer dessus, pour que ses ailes le portent. Et ses moteurs, eux, ont besoin de l'oxygène de l'air pour respirer, pour brûler du carburant. Donc plus il monte, moins il y a d'air, et à un moment donné, ça ne marche plus, il ne peut plus monter. La fusée, elle, c'est une toute autre philosophie. Elle est complètement autonome. Elle embarque son propre oxygène, ce qu'on appelle le comburant. Du coup, elle se fiche de savoir s'il y a de l'air ou pas, c'est pour ça qu'elle peut traverser cette première barrière sans problème. Donc on pourrait se dire, super, la fusée a tout compris, elle s'est libérée de l'air. Problème réglé? Pas si vite, parce que c'est là qu'une deuxième barrière, bien plus fondamentale, se dresse. Une force qui, elle, est toujours là, même dans le vide le plus total, la gravité. Et pour déjouer la gravité, la solution est tout sauf intuitive. L'idée, ce n'est pas de la combattre ou de la fuir, non. L'idée, c'est de l'utiliser. C'est tout le paradoxe génial de la mise en orbite. C'est vraiment la question essentielle. Ici, sur Terre, on sait bien que tout ce qu'on lance finit par retomber. Or, un satellite, même à 400 km au-dessus de nos têtes, il subit encore 9% de l'attraction terrestre. Alors comment diable fait-il pour rester là-haut? Et voilà la réponse. Et franchement, elle est magnifique. Un satellite ne flotte pas. Il est en train de tomber en permanence. C'est une chute libre perpétuelle. Imaginez que vous lancez une pierre. Elle retombe un peu plus loin. Maintenant, lancez-la de plus en plus fort. Il y a un moment où vous allez la lancer si fort qu'en tombant, elle suit parfaitement la courbure de la Terre. La surface de la planète se dérobe sous elle en continu. La pierre ne touche jamais le sol. Eh bien, une orbite, c'est exactement ça. C'est l'art de tomber sans jamais s'écraser. Du coup, pour y arriver, une fusée n'est fait pas que monter tout droit. D'abord, oui, elle décolle à la verticale pour s'extirper au plus vite des couches denses de l'atmosphère, mais très vite, elle s'incline. Et c'est là que tout se joue. L'essentiel de l'énergie n'est pas utilisé pour gagner de l'altitude, mais pour gagner de la vitesse, à l'horizontale. C'est cette vitesse tangentielle qui est la clé de tout. C'est elle qui transforme une simple chute en une orbite. Et une fois qu'on est là-haut, en orbite, on découvre que l'espace n'est pas un seul et même endroit. Pas du tout. C'est plutôt un gigantesque réseau d'autoroutes invisibles, et chacune de ces autoroutes a ses propres limitations de vitesse. Prenez l'exemple de la Station spatiale internationale. Pour se maintenir sur son autoroute, l'orbite basse, elle doit foncer à près de 28 000 km/h. C'est une vitesse hallucinante. Ça veut dire qu'elle fait le tour complet de notre planète en à peu près 90 minutes. On est très très loin de l'image de l'objet qui flotte paisiblement dans l'espace. Et attention, voici un autre paradoxe. Plus on monte, plus on va sur une orbite lointaine, et plus la vitesse nécessaire pour y rester est faible. Ça peut paraître étrange, mais en fait c'est logique. Plus on est loin de la Terre, moins la gravité nous attire fort. Du coup, on a besoin de moins de vitesse horizontale pour compenser cette chute. Chaque autoroute a donc sa vitesse et son utilité. L'orbite basse, très rapide, est parfaite pour l'observation, tandis que l'orbite géostationnaire, beaucoup plus haute et plus lente, permet aux satellites de télécom de rester fixes au-dessus d'un point du globe. Et si on décide d'appuyer encore plus sur l'accélérateur? Si on dépasse une certaine vitesse critique, aux alentours de 40 000 km/h, alors l'équilibre est rompu. La trajectoire n'est plus une boucle autour de la Terre, elle s'ouvre. L'objet ne retombe plus, il ne tourne plus en rond, il s'échappe, pour de bon. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Jusqu'à présent, on a parlé des barrières de la nature, des lois de la physique, mais il en existe une nouvelle, une barrière que nous avons nous-mêmes fabriquée et mise en place. Il faut bien comprendre que l'espace juste au-dessus de nos têtes n'est plus du tout un endroit vierge. Des décennies d'activité spatiale y ont laissé des cicatrices. Des vieux satellites hors service, des morceaux de lanceurs, des milliers de fragments suite à des explosions ou des collisions, et même des choses aussi anodines qu'un outil perdu par un astronaute ou un éclat de peinture. Et tous ces objets filent à des vitesses orbitales, ce sont de véritables balles de fusil. Et c'est là que se situe le vrai danger. C'est l'effet boule de neige. Une seule collision peut pulvériser un satellite en des milliers de nouveaux débris. Chacun de ces débris peut alors percuter un autre satellite et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne théorisée sous le nom de syndrome de Kessler.
Et le scénario final est terrifiant. Certaines orbites pourraient devenir tellement encombrées et dangereuses qu'elles deviendraient tout simplement inutilisables. Nous enfermons de fait derrière une barrière de déchets de notre propre création. Au final, toute cette exploration nous ramène à une idée assez fondamentale. On est parti de l'idée d'un espace libre et on a découvert un système complexe, rempli de règles. Mais peut-être que la véritable liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est plutôt le fait de comprendre les règles du jeu pour pouvoir y jouer. Comprendre ces barrières invisibles de la physique, c'est ce qui, paradoxalement, nous donne le pouvoir d'aller plus loin.